Vous avez un micro, oui. Bien, eh bien, écoutez, donc très officiellement, bonsoir, soyez les bienvenus. Donc c'est une conférence hors de notre cycle qui s'appelle Napoléonica, les conférences, mais qui a lieu à l'occasion de la sortie d'un ouvrage sur ce conseiller d'État que je connaissais. Donc pas un inconnu de l'histoire, bien au contraire, et qui a notamment participé à la rédaction du Code civil. Mais on va quand même interroger Monsieur de Vauplane tout à l'heure pour qu'il nous donne un petit peu plus de détails, vous donne l'eau à la bouche, car, en principe, un libraire sera présent à la fin de la séance et vous pourrez acquérir l'ouvrage pour une somme évidemment modique, mais sans réduction, j'en suis dès à présent désolé. Donc, on va commencer, je vous fais une très courte introduction sur le Code civil, c'est ce qui m'avait été demandé, mais c'est pas ce que je vais vous dire qui est intéressant, c'est la conversation qu'on va avoir ensuite. Donc le Code civil, probablement vous nous le redirez, mais c'est un vieux projet, la codification, qui, bien sûr, qui remonte à des temps anciens. On parle de codification romaine, etc., qui était probablement pas la codification telle que nous l'entendons aujourd'hui. L'Ancien Régime avait essayé à plusieurs reprises de faire ce qu'ils appelaient des codes, mais qui étaient en fait des compilations. Et on va dire avant la Révolution, avec les références des grands juristes de l'époque, on s'était demandé s'il n'était pas temps de créer un véritable code civil des Français, sachant qu'à l'époque, pour nous, ça nous paraît peu possible. Le droit différait en fonction du lieu où on se trouvait sur le territoire. Alors la Révolution a immédiatement pris les choses en main, comme vous pouvez l'imaginer, mais comme elle a souvent fait, elle a eu beaucoup d'essais, en tout cas 3 essais, et aucun n'a abouti parce que l'idée de codification, c'était aussi de créer une conception de la société, une conception cohérente de la société, et pas seulement de compiler des textes épars, de prendre un peu de coutume par ici, un peu de droit écrit par là, etc. Donc 3 expériences qui échouent. Alors, pas totalement, puisque des travaux préparatoires avaient eu lieu, des premières moutures d'articles avaient été rédigées, mais bon, tout ça n'aboutit pas. Au moment du coup d'État du 18 Brumaire, qui a eu lieu le 19, et qui a été validé par un décret du 20. Donc dans le décret du 20 Brumaire en 8, on désigne des consuls, on désigne des commissions législatives, on leur donne comme mission de rédiger une nouvelle constitution, et dans un des articles du décret, on leur dit qu'ils devront mener le travail pour aboutir à un code civil des Français. Alors, ils ne se font pas dire 2 fois. Alors, tout l'entourage de Bonaparte fait partie de cette génération, on va dire 1860-1880, de juristes qui avaient été écartés notamment par la Convention nationale et qui reviennent aux affaires. Et donc immédiatement, Bonaparte va demander, parce qu'en fait c'est un peu là qu'il faut remettre un peu les choses à leur place, va demander notamment, enfin et surtout à Cambacérès de s'occuper de cette affaire. Et ça tombait bien parce que Cambacérès avait été mêlé d'assez près aux 3 précédentes tentatives. Donc vous connaissez l'histoire, je vais vous la résumer. D'abord, une commission de 4 membres. Évidemment, dès qu'on se lance à citer les 4 noms, on va en oublier un, mais enfin, on va quand même essayer. Portalis, Maleville, Tronchet et Bigot de Préameneux, voilà, c'est toujours celui qu'on oublie, qui vont faire une espèce d'avant-projet. Cet avant-projet va être envoyé à tous les magistrats de cour d'appel et aux magistrats de la Cour de cassation pour qu'ils fassent leurs remarques. Et puis, il va revenir et être présenté au Conseil d'État. Et c'est au sein du Conseil d'État que véritablement le code va être peaufiné, rédigé avec notre Berlier, mais qui va arriver tout à l'heure. Donc ne soyez pas impatients, il va arriver. Donc 106 séances de mémoire, 52 présidées par Bonaparte en personne, avec aujourd'hui une difficulté, c'est que les archives du Conseil d'État ayant brûlé, on n'a plus, les procès-verbaux des séances. Il en reste quelques-uns, et pour le malheur de Bonaparte,
il reste le procès-verbal de la séance sur le statut de la femme mariée. Et donc, évidemment, vous imaginez tout ce qu'on a pu entendre jusque-là, mais sachant que Bonaparte a été un petit peu ce que Robert Badinter avait décrit dans un livre sur le Code civil qui s'appelle Le plus grand bien. Il disait, pour faire un bon Code civil, il faut un chef, enfin un homme politique décidé, il faut de grands juristes et il faut des circonstances propices. Or là, nous sommes dans les trois cas, enfin les trois circonstances se sont rencontrées. Un chef d'état-manager, on va dire, deux grands juristes, et quels grands juristes, enfin on aura là aussi l'occasion d'en parler, et puis des circonstances propices, puisqu'on est dans un moment où on va dire il y a une forme d'apaisement national autour de la notion d'ordre, si vous voulez. Alors l'ordre n'étant pas l'application policière et de censure que l'on voit habituellement, mais c'est simplement il faut mettre la société en ordre, comme le dit Bonaparte au Conseil d'État en 1802, jeter sur le sol de France quelques masses de granit. Le Code civil en est une. Alors, travail au Conseil d'État, et puis toute une histoire compliquée parlementaire, puisque au départ, on avait prévu, je crois que c'est 36 lois qui devaient être... au départ, on voulait faire voter le code en masse par les chambres. Les chambres rejettent le premier titre, ergotent sur les termes. Bon, il se trouve qu'à un moment donné, il y a aussi un traité international qui vient se mettre là-dedans où on utilise le terme sujet. Donc, enfin bref, les assemblées parlementaires telles qu'on les connaît. Tout ça aboutit au retrait du texte par Bonaparte et à l'épuration du tribunat. Alors, on va le dire, l'épuration, c'est dans ce sens-là, mais en fait, il a été décidé que, dans le cadre du renouvellement du tribunat, comme il n'y avait pas de procédure, on allait désigner ceux qui y resteraient. Donc ça veut dire qu'évidemment, ceux qui n'avaient pas été désignés rentraient chez eux. Et merci beaucoup et à la prochaine fois. Donc, après ça, on va diviser le code en 36 lois et au fur et à mesure, ces lois vont être votées jusqu'à la fin de 1803 et il y aura promulgation le 21 mars 1804. Notons au passage que le 21 mars 1804, c'est aussi le jour de l'exécution du duc d'Enghien. C'est-à-dire qu'il se passe dans cette journée-là un événement purement révolutionnaire, à la fois l'exécution d'un prince du sang, pour des raisons qu'on laissera sous le tapis pour le moment. Et puis de l'autre côté, l'aboutissement, la finitude de la Révolution, comme on avait dit en l'an 8, avec la promulgation du Code civil. Vous vous rappelez que dans la proclamation qui accompagne la Constitution de l'an 8, il est dit « La Révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé, elle est finie ». Donc, aux principes qui l'ont commencé, c'est le Code civil, c'est, on va dire, la société bourgeoise. Elle est finie, ça ne veut pas dire qu'elle est terminée. Je vous rappelle que le terme fini veut dire parfait dans la première acception de la langue française, comme dans produit fini. Et pour vous donner un exemple encore plus compréhensible, quand on dit à quelqu'un c'est un con fini, ça ne veut pas dire qu'il a fini d'être con. Ça veut dire qu'il est un con parfait. Donc là, vous voyez, l'image parle immédiatement d'elle-même. Alors, ce code dont on verra le destin, puisqu'on a en plus des avocats dans la salle, donc on va en profiter, qui va avoir un destin de 200 ans. Aujourd'hui, à peu près, on va dire un peu moins de la moitié des articles de 1804 subsistent. On les reconnaît facilement, c'est ceux qui sont bien écrits. Donc on le voit, une grande pérennité, mais surtout une pérennité de cette ossature, parce que c'est ça qui compte dans le code, c'est pas les dispositions. Vous êtes tous, beaucoup d'entre vous sont avocats, juristes ou magistrats. Je dis juriste ou magistrat parce que c'est pas toujours la même chose. Et donc, pardon, Marie-Noël. Voilà, à force voilà, on ne sait plus ce qu'on voulait dire. Bref, c'est comme ça. Et donc, l'ossature est bâtie autour de quelques principes qu'il est bon de rappeler parce que on les oublie parfois. D'abord, la liberté des contrats, la liberté civile, elle est donc proclamée. Alors, encore une fois, il faut toujours expliquer que la liberté civile n'est pas la liberté politique, mais bon, donc proclamation de la liberté civile, de l'égalité civile, de l'égalité devant la loi, et ça, c'est éminemment révolutionnaire, c'est éminemment 1789, c'est la nuit du 4 août, qui est proclamé et détaillé par le Code. Troisième principe qu'on pourrait énoncer, qui surprend toujours, c'est le principe de la non-confessionnalité de l'État.
hein, qui se trouve dans le code, car le code, c'est bien sûr un code de relation entre les citoyens, mais c'est aussi un code de relation entre l'État et les citoyens, ou du moins entre les citoyens et l'État, et donc font partie des principes. Je vous rappelle, le titre premier du Code civil, c'est comment sont promulguées les lois, quand est-ce qu'elles entrent en application. On est dans le droit public, là, hein, on n'est plus dans le droit civil. D'ailleurs, on l'avait tellement peu réformé que jusque dans les années 80, c'était le roi qui promulguait les textes. Hein. Donc, non-confessionnalité de l'État, ce qui veut dire que l'acte civil passe toujours avant l'acte religieux. Alors aujourd'hui, ça nous paraît, ah ben oui, évidemment, mais non, à l'époque, il fallait l'inventer, et surtout, il fallait l'imposer, et notamment imposer le fait que l'acte d'état civil passait avant, par exemple, sur le mariage, il passait avant le mariage religieux, évidemment, il devait même avoir lieu sous peine de nullité avant le mariage religieux, mais ça a été un combat. Hein, ça a été un combat pendant les 10 premières années de la Révolution, de même que le maintien du divorce dans le code d'origine, avec on va dire une réduction des possibilités de divorce par rapport à la Révolution, mais enfin peu importe, c'est pas notre sujet. Donc on voit principe aussi de non-confessionnalité de l'État. Autre principe qui subsiste dans le code, mais qui est un peu édulcoré par les faits et la jurisprudence aujourd'hui, c'est le principe du caractère absolu de la propriété, sauf si elle contrevient, enfin son utilisation contrevient à l'ordre public, qui était le principe dont les marxistes nous ont dit qu'ils prouvaient bien que nous étions dans une société bourgeoise. Et puis le dernier point, c'est la proclamation de la famille comme cellule de base de la société, une famille hiérarchisée dans laquelle, en quelque sorte, bien qu'on soit dans le droit privé, il y a une espèce de représentant de la puissance publique qui est le père, hein, enfin le mari et le père, le fameux bon père de famille, remplacé désormais par, comment c'est l'autorité raisonnable ou quelque chose comme ça, enfin, donc, avec toute la poésie du XXe siècle. Donc le bon père de famille, mais surtout cette cellule familiale qui est définie comme étant le centre, à la fois le centre de l'organisation sociale et un créateur de droits, puisque ne peuvent bénéficier des droits civils que, par exemple, les enfants légitimes, la femme mariée, bon, et ainsi de suite. Donc des principes solides qui ont à peu près résisté au temps, alors avec beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations, etc. Mais je terminerai par là, c'est quelque chose qu'on oublie aussi, c'est que dans le discours introductif du Code civil, qu'est-ce qu'un code civil de Portalis? Portalis lui-même annonce l'œuvre de la jurisprudence. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'un code civil, enfin il ne reconnaît pas, il proclame qu'un code civil ne peut pas tout prévoir, c'est une leçon que les législateurs d'aujourd'hui devraient méditer, et que pour le faire évoluer, pour le mettre au goût du jour, en quelque sorte, eh bien, il y a la jurisprudence. Donc c'est au juge d'apprécier, d'où les codes que nous avons, enfin, que moi j'ai connus comme ça et que vous connaissez comme ça. Donc un véritable appel à la jurisprudence. Voilà. Donc il y a une histoire de ce code civil, il y a une histoire, on va dire longue, hein, celle qui nous amène à aujourd'hui et qui n'est pas notre sujet, mais il y a aussi les histoires des origines, de la paternité, de ceux qui ont travaillé à la confection de cette loi essentielle, fondatrice. On ne va pas refaire le tour d'Europe pour savoir où le code est encore en vigueur aujourd'hui. On ne va pas redire que la Chine, qui veut codifier, a invité des juristes français à siéger dans ses commissions. Alors bon, ça, on verra ce que ça donnera. Que le Japon a essayé d'appliquer le code civil à la fin des années 1890, etc., etc. Donc un texte fondamental, un texte éminemment napoléonien, dirons-nous, parce que issu de la volonté et du management de Napoléon, pardon pour le mot management, mais je trouve qu'il représente assez bien sa façon d'agir, et avec cette génération extraordinaire de juristes. Alors généralement, et là je suis désolé, mais on va en parler, à la fois c'est les plus malins parce qu'ils ont survécu à la Révolution. Hein. Tous ceux qui ont été moins malins ont été guillotinés. Et il reste les plus malins. Alors, c'est peut-être pas les plus courageux non plus, mais ils sont là. Hein. Et donc, c'est à eux que le consulat, qui est le retour des juristes au premier plan, va confier tout ça. Et parmi ces juristes, nous avons Berlier. Et donc, c'est de lui dont nous allons à présent parler, avec l'auteur, je pense, de la première biographie du personnage, hein, qui est... c'est d'abord, on peut féliciter un éditeur qui
qui publie un livre comme ça, parce que on aurait été, il y a 30 ans, Fayard vous l'aurait pris dans sa collection des grandes biographies, sans aucun problème. Aujourd'hui, vous voyez, ce sont des personnages qui sont importants, qui méritent d'être connus, qui doivent faire partie de la culture historique générale. Et puis, au fond, on a beaucoup de difficultés à avoir des biographies, à publier des biographies quand même, enfin je vous fais un compliment, mais bien travaillées comme celle-là, quoi. Hein. Et donc voilà, donc c'est un livre important, à la fois par le personnage qui va nous présenter, et puis aussi par l'époque que nous vivons. C'est-à-dire, il y a 25 ans, Fayard a publié une biographie de Tronchet, par exemple. Hein. Ils ont dû en vendre 300 exemplaires peut-être. Hein. Ils sont peut-être à 1000 maintenant, mais parce que je pense que le Conseil d'État a dû en acheter. Mais donc c'est évidemment de la part d'un éditeur, c'est on va dire un acte culturel de foi, hein, que de publier des livres sur ces personnages-là, quand bien même les livres sont intéressants et sont, encore une fois, par exemple pour nous qui ne cessons d'étudier ce genre de questions, c'est véritablement très important à connaître. Alors, bon, allons-y. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre? Est-ce que vous êtes de la famille? Est-ce que vous avez les papiers? Est-ce que... Voilà. C'est tout de suite par cette question. Je pensais qu'on aurait terminé par là, donc vous commencez très fort. Donc je vais vous faire une réponse d'avocat. Ça commence mal. Nous avons des magistrats. Qui est de dire... alors, il est vrai qu'il y a un lien de famille lointain au XVIe siècle. Ce n'est pas la raison principale, mais je pense que je n'aurais pas forcément connu le personnage si je n'avais pas eu ce lien de famille. Ce n'est pas ça qui m'a poussé à écrire. C'est plutôt dans d'autres recherches que je faisais à la BNF, à la Bibliothèque nationale de France, où je suis tombé sur son manuscrit, ou plus exactement sur son qui était imprimé, puisque c'est un personnage qui a, comme beaucoup, écrit ses mémoires, comme beaucoup de personnages de l'époque de la Révolution et de la Restauration, mais surtout de la Révolution et de l'Empire, mais qui ne les a pas publiés, ou plus exactement qui ont été publiés à compte d'auteur, uniquement une quarantaine d'exemplaires. Donc, c'est-à-dire que parmi tous les autres mémoires qui ont été, eux, publiés, et qui se citaient un petit peu, il y avait des règlements de compte, etc. Lui, personne n'a su qu'il avait publié ses mémoires, qui portent le titre d'ailleurs de Précis de la vie politique, de ma vie politique. Donc, je suis tombé dessus, comme ça m'a fait tilt quand même par rapport à cette origine vraiment très lointaine. Et je me suis dit, c'est quand même curieux parce que c'est un personnage qui reste encore un inconnu. Un de ses biographes du 19e l'appelle « il est au premier plan du deuxième rang ». Autrement dit, c'est un personnage secondaire, c'est pas un personnage primaire, mais il a joué un rôle très important comme personnage secondaire. Un autre auteur, qui est un historien américain, Isser Volok, le dit, c'est un des collaborateurs civils, pas militaires, les plus proches de Bonaparte et de Napoléon, et surtout des plus fidèles. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est que il y en a peu finalement qui n'ont pas été des, enfin il y en a peu qui n'ont pas été des girouettes. Vous savez que en 1816 il y a ce dictionnaire des girouettes qui est publié, qui porte bien son nom. Donc tous ceux qui ont retourné leur veste, eh ben, Berlin ne figure pas parmi ce dictionnaire des girouettes, fait partie des rares à ne pas en faire partie. Autrement dit, c'est un fidèle parmi les fidèles, c'est un grognard du droit, c'était celui qui est dans le dernier carré, puisqu'il était finalement secrétaire du gouvernement de Napoléon sous les 100 jours, et il n'a jamais renié ses convictions, au point qu'il a refusé d'écrire des lettres à Louis XVIII et Charles X pour demander une faveur et de revenir. Il a assumé jusqu'à la fin de sa vie ses convictions, en particulier, je dirais peut-être un petit mot, son vote sur la mort de Louis XVI. Donc à votre question, comment je suis tombé là-dessus? Donc voilà, à la fois par hasard et par ce lien. Pourquoi j'ai écrit? Parce qu'étant avocat, je me suis dit, tout le monde à l'école de droit ou à la faculté de droit, on nous parle tous de Portalis, c'est très bien, on oublie un petit peu les trois autres, mais en fait, il y en a d'autres,
je vous les citerai tout à l'heure. Et je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas l'occasion, parce on avait fêté le bicentenaire du Code civil, il y avait le 220 ans, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire quelque chose là-dessus. Et je me suis pris au jeu, et voilà. Donc pour répondre à la question, parce qu'il y en aura plein d'autres, mais c'est cette double conjonction, je pense qu'effectivement, je ne l'aurais pas fait s'il n'y avait pas ce lien, mais de toute façon, ce n'était pas suffisant, il fallait que le personnage m'intéresse. Et souvent, quand on écrit, vous le savez, on peut se prendre... Passion, c'est pas le mot. On peut se prendre, comment dire, on peut avoir un faible pour le personnage auquel on écrit, alors même que ma famille est plutôt de tradition légitimiste, donc tout m'opposait, j'allais dire, à ce personnage, et puis par son parcours que je vais peut-être un peu vous dire un mot. Et pourtant, il y a un côté attachant, même si c'est pas rigolo. Alors encore une question personnelle. Que fait un avocat à la Bibliothèque nationale? Parce que j'écris d'autres bouquins d'histoire. D'accord. Bon. C'est pas interdit aux avocats. Non, bien sûr. Non, mais je croyais que vous aviez tous tellement de travail qu'on pouvait même pas. Bon. Non, c'est voilà. Alors, écoutez, on va commencer par le début, un petit peu les origines, la formation, l'origine géographique, le droit, les premiers pas, etc. Donc, je vous laisse la parole. Donc, il est né en 1761 à Dijon. Il est mort en 1844 à Dijon. Donc, on pourrait dire qu'il a passé sa vie à Dijon. Non, pas du tout. En fait, il y a des grandes périodes dans sa vie. Il y a sa jeunesse jusqu'à la Révolution. Donc, quand la Révolution éclate, il a 28 ans, il est tout jeune. Je vais revenir. Donc, il y a sa première partie qui est la jeunesse, deuxième partie qui est l'homme politique. L'homme politique jusqu'en 1815. La troisième partie, ensuite, c'est l'exil. Et la quatrième partie, c'est sa vieillesse, quand il retourne à Dijon après 1830. Donc, sa jeunesse, à Dijon, on ne sait pas grand-chose, parce que son précis de la vie politique, ses mémoires, il parle de sa vie public. Il ne parle pas de sa vie privée, et c'est un homme qui finalement a dû beaucoup écrire, comme les gens de son époque, mais j'ai pris contact avec ses héritiers directs, pour le coup, et rien. Et le peu qu'il y a est aux archives départementales de Dijon. Donc il y a eu beaucoup de correspondance avec Thibaudeau, un autre grand révolutionnaire, mais finalement il y a assez peu de correspondance. Donc je me dis que dans une biographie, on parle souvent de la vie privée, là j'en parle quasiment pas. Il y a quand même un élément important dans son parcours, j'allais dire. Donc c'est une famille, en tous les cas cette branche de la famille, j'allais dire, s'est installée à Dijon à la fin du XVIIe. Ils étaient marchands et il est déjà la première ou deuxième génération à franchir le pas pour être avocat. C'est-à-dire que c'est cette génération de marchands enrichis qui deviennent avocats pour ensuite continuer leur ascension sociale, sauf quand arrive la Révolution. Il fait ses études au collège des Gondrans à Dijon, qui est le grand collège ex-jésuite de Dijon. Il fait ses études de droit à la faculté de droit de Dijon. Il a une vision très très négative des études juridiques sous l'Ancien Régime. En général, c'est lui qui a rédigé la loi sur les écoles de droit qui deviendront plus tard les facultés de droit. Puisque vous le savez ou peut-être pas, mais les avocats ont été supprimés sous la Révolution et les écoles de droit ont aussi été supprimées, les facultés de droit. Et donc il a une vision très négative de la manière dont était enseigné le droit sous l'Ancien Régime en général. Mais a priori, à la faculté de droit de Dijon, il a plutôt été bien formé, puisque d'abord c'est un excellent juriste, mais ensuite d'autres que lui ont eu un rôle aussi assez intéressant sous la Révolution et sous l'Empire. Donc il est plutôt bien formé. La Révolution arrive, il est jeune avocat, il a déjà une bonne clientèle, et puis il le dit, il n'est pas républicain. Ça n'a pas de sens d'être républicain en 1789. Ça n'a pas de sens. Il faut relire le chapitre de Pierre Nora dans le dictionnaire Ouzouf Furet sur qu'est-ce que la République, enfin sur la République. Il n'y a pas de républicain ou si peu je vous allais dire jusqu'à Varenne finalement. Et donc lui, il le dit, je ne suis pas républicain. C'est les circonstances qui m'ont amené à être républicain. Il ne cite pas, mais évidemment, la fuite à Varennes et ce qui avait précédé sur les différents vétos l'ont convaincu que seule la République, finalement, était le régime qui convenait suite aux événements de 1789. Donc, il est élu assez vite dans des fonctions au conseil départemental. Il n'est pas président, mais enfin, il est tout jeune, il a 29, 30 ans. Et puis, arrive maintenant sa vie plus officielle. Et puis, on va continuer notre échange quand il est
élu, alors, le dernier des députés de la Côte d'Or, c'est-à-dire sur le quota qui était attribué aux députés de la Côte d'Or. Il a eu le moins de voix, mais il est quand même élu député de la Côte d'Or. Et la Côte d'Or envoie, un bataillon, le mot il serait un peu fort, mais en tout cas un contingent, pardon, de gens qui se sont quasiment tous révélés être des Jacobins, voire des montagnards. Donc c'était d'où l'expression, d'ailleurs pas l'expression, il y a eu un petit club des Bourguignons dont il faisait partie. Donc il arrive, tout jeune député au début de la Convention nationale, et là arrive la question évidemment du procès de Louis XVI. Mais alors, il vote la mort. Donc il vote la mort de Louis XVI. Il s'en explique. Alors, il n'est pas abolitionniste. Vous savez qu'il y a eu tout un débat un peu plus tard d'ailleurs, hein, mais un peu avant et un peu après, sur l'abolition de la peine de mort. Il n'est pas abolitionniste, mais on retrouvera ses convictions sur le sujet lorsqu'il abordera le code pénal, parce que c'est un des très rares aussi conseillers d'État à avoir participé à tous les codes, mais non seulement avoir participé de loin, mais de près comme membre de la section de la législation, dont le code pénal et le code d'instruction criminelle, où il n'a eu de cesse que d'essayer d'humaniser ce code pénal qui reflétait une vision très répressive de la société. Et donc pour lui, la peine de mort doit être uniquement cantonnée à des crimes graves, et sûrement pas des crimes politiques, par exemple. Pour autant, s'agissant de Louis XVI, il estime que c'est la seule solution, c'est un acte politique. Et la question qu'il s'est posée comme avocat, c'est tout d'abord, est-ce que finalement la Convention nationale est à même de juger Louis XVI, puisqu'il avait cette immunité, et puis qu'était-ce que la Convention pour juger, qui n'était pas un tribunal? Et là, on retombe dans un débat qu'il aura un peu plus tard sur la souveraineté. Et finalement, dès lors qu'on passe d'une souveraineté de droit divin à une souveraineté nationale ou populaire, et avec ce grand débat, en tout cas une souveraineté qui n'est plus de droit divin, si la souveraineté nationale, la Convention a tous les pouvoirs. Elle délègue le pouvoir exécutif de la même manière qu'elle délègue le pouvoir judiciaire, mais finalement, elle peut se faire elle-même, non seulement pouvoir exécutif, ça sera plus tard, bien évidemment, les différents comités, notamment le comité de salut public, mais surtout, elle se peut faire juge. Et donc, quand il sera en exil, et il écrira pas un pamphlet, une pièce de théâtre, pas une pièce de théâtre, un dialogue fictif entre deux députés, un qui était pour la mort du roi, un qui était contre la mort du roi, de lequel il revient parce qu'il n'a pas avalé, il a vraiment une mauvaise cette idée de se faire, il assume, mais de se faire exiler pour tout un tas de raisons, et il essaie de justifier par des arguments juridiques finalement que la Convention, elle était, c'est toute proportion gardée, Marie-Noël, c'est une sorte de cour, c'est une cour de justice de la République. C'est-à-dire qu'elle se disait, j'ai tous les pouvoirs, y compris de celui de juger, et le roi lui-même, parce que le roi est un traître. Pourquoi est-ce un traître? C'est un traître en tant que citoyen. Pas dans sa fonction de roi, c'est un traître en tant que citoyen. Et donc, là où finalement Saint-Just déclare que le roi doit mourir parce qu'il est roi, c'est sa fonction de roi en tant que telle qui fait qu'il doit mourir, lui se met beaucoup plus sous un angle juridique et analyse la question de la mort du roi comme un acte juridique. Et quelle est sa position par rapport justement, alors, après la mort du roi, au gouvernement révolutionnaire, à la terreur? Est-ce qu'il participe de près, de loin? Est-ce qu'il a... Alors, il y a un problème. Alors, Berlier, donc on n'a pas de biographie complète, comment dire, précise sur lui. Il y a eu tout un tas de dictionnaires qui sont parus au 19e, au 20e, sur les acteurs de la Révolution. Donc, il a toujours ses entrées dans ses dictionnaires, de taille moyenne, ce qui montre bien que ce n'est pas un personnage de premier plan. Tous ces biographes et les personnes de l'époque considèrent que c'est non seulement un excellent juriste, un très bon orateur, qui fait des démonstrations époustouflantes, et il le montrera lorsque, à 4 fois, il s'oppose à Napoléon sur la suppression des jurys d'assises. Il retourne les conseillers d'État au Conseil d'État contre l'avis de Napoléon, faire être Cambacérès et Napoléon. Donc c'est un très bon orateur. Il lui manque juste une chose, il n'a pas de coffre, il n'a pas de voix. Ce qui est très 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 gênant à la Convention nationale, ce qui est très très gênant quand on veut être politique. Donc il se rend compte très vite qu'il ne peut pas avoir un rôle comme la plupart des grands tribuns que vous connaissez de cette période-là. Et donc
il se réfugie là où là où il considère qu'il est le mieux, et puis ça correspond à sa personnalité, au comité de législation. Et pour répondre à votre point, donc, il passe la terreur d'une manière en tant que membre de comité de législation, qui est quand même l'endroit où on écrit les lois les plus dures, hein, y compris la loi sur les suspects, etc. etc. Mais surtout, il parle pas trop. Donc, il parle pas trop dans la tribune, donc il se fait moins voir. Et puis surtout, il a eu une bonne idée de se faire désigner comme représentant dans les départements. Donc, il est envoyé 2 fois comme représentant de la Convention nationale dans le département du Nord, à Dunkerque, notamment lors du siège de Dunkerque, et notamment là au moment où ça chauffait le plus entre les Girondins et les Montagnards. Donc, il a eu la bonne idée, j'allais dire, de ne pas être là parce qu'il était représentant de la Convention en province. Il a quand même été membre du comité de salut public 2 fois, une fois avant le 9 Thermidor, une fois après le 9 Thermidor, mais tellement peu de temps que, comme il dit lui-même, que certains de ses camarades n'avaient déjà même pas vu qu'il était membre du comité du salut public, si vous voulez. Il faisait partie du comité dit d'Antonien, puis il n'est pas réélu lorsque Robespierre arrive en juillet, mais finalement, il joue un rôle assez secondaire dans ce comité du salut public. Son truc, c'est écrire des lois. Alors justement, est-ce qu'il participe aux tentatives de rédaction du code pendant la Révolution ? Alors oui, vous avez très bien rappelé le fait qu'il y a eu 3, il y en a même eu un 4e qui est un peu oublié un peu plus tard, mais Cambacérès a joué un rôle très important dans ces 3 projets de code civil, dans le sens que ce n'était pas la priorité de la constituante ni de la législative, quoique très vite, finalement, les représentants des assemblées, de la même manière qu'on est en train de changer nos institutions, avec un grand I, il faut changer les institutions avec un petit i, que sont la société avec un petit s, et donc il faut un code civil, un droit des gens, comme on dit. C'est-à-dire un droit, comme vous l'avez très bien dit, des relations entre individus et l'État. Et ce n'était pas la priorité, mais il a fallu quand même changer des lois assez vite. Les lois, donc, on a sur le mariage assez vite, sur le divorce. Vous avez tous noté que le dernier jour de la législative, on vote 2 lois importantes, la loi sur l'état civil et puis la loi sur le divorce. Il y a quand même peut-être 2 chats à fouetter, mais bon, c'est-à-dire que le jour où la Convention nationale arrive, 2 lois importantes ont été adoptées, notamment celle sur le divorce, qui est particulièrement libéral ou libre dans son fonctionnement. Donc lui, au comité de législation, il participe à toutes ces lois-là, et il a avec d'autres une obsession, je ne sais pas si c'est l'obsession, en tous les cas, une idée qui est de dire on ne changera pas, la révolution ne perdurera pas si on ne change pas les mentalités à l'intérieur de la société, qui est d'un petit s, qui est la famille. Et donc il faut changer de fond en comble le fonctionnement de la famille. Vous avez très bien dit comment Bonaparte-Napoléon a voulu remettre le pater familias, le bon père de famille, le représentant finalement dans la famille de ce qu'il est lui dans la société. Eh bien, tout autre est la conception de Berlier et de ses camarades, qui sont un petit groupe au comité de législation. Ils veulent introduire les principes d'égalité, de liberté et de fraternité dans la famille. Donc c'est un adversaire acharné de l'autorité paternelle, acharné. Pour lui, c'est l'archétype de la représentation de l'Ancien Régime. C'est un adversaire aussi acharné du mariage religieux. Il est plutôt anticlérical, globalement. Bon, il est pas, on dirait que c'est un idéologue, comme le dit le Bonaparte un peu plus tard, mais voilà, il fait partie de toute cette tranche qui est plutôt anticléricale. Et donc, il écrit, comme il participe à toutes les réunions, il le dit lui-même, il dit je suis présent à toutes les séances de la Convention nationale, mais je ne parle pas, parce qu'il n'arrive pas à parler. Je fais une parenthèse, pour ceux qui n'ont pas en tête, la Convention, elle se réunit dans la salle du Manège, qui n'existe plus. La salle du Manège, c'est la grande esplanade des Tuileries. Pourquoi la salle du Manège? Parce que c'est là qui avait été construite pour Louis XV enfant, pour qu'il apprenne à monter à cheval. La salle du Manège, elle est très longue, je crois qu'elle fait 80 mètres de long, très large, donc elle n'est pas du tout faite pour recevoir 1200 personnes dans une salle très très haute, où les bancs ne sont pas en hémicycle, mais face à face. Et pourquoi on appelle les montagnards? Parce qu'ils sont en haut des bancs. Donc ils se font face à... Et donc il faut hurler pour se faire entendre. Et donc lui, il ne peut pas hurler, donc il se réfugie là, où il rédige le soir, il dit « j'écris des projets ».
Donc il écrit des projets sur la suppression de l'autorité paternelle, sur le mariage civil, sur la reconnaissance des enfants naturels qu'on appelle bâtards, sur l'égalité des époux dans le mariage, sur la reconnaissance de l'adoption, tout sujet qu'on va retrouver sur laquelle Bonaparte va avoir un rôle très important dans le Code civil. Alors, restons un petit peu là. Justement, comment est-ce que plus tard, on va voir comment il arrive au Conseil d'État, etc., mais comment plus tard a-t-il exprimé cette opposition et est-ce qu'il a, on va dire, subi les conséquences de sa résistance au projet, on va dire, au projet majoritaire, enfin pas majoritaire, mais dominant, voilà. Alors, on va voir comment. C'est un peu lié au comment il est arrivé là, parce que quand je vais quand même traiter ce point-là, si vous voulez bien. Allez-y. En fait, il y a le 18 Brumaire, qui est le 19, comme vous l'avez dit. Et donc là, il le raconte très très bien avec ses mots à lui. Il décrit la manière dont lui a vécu ces journées-là. Et il dit, bon, en fait, j'étais sur une liste de proscrits. Et donc, je devais être envoyé au bagne en Guyane. Ou aux Seychelles, je ne sais plus. Et c'était une erreur. Et donc, en fait, Lucien Bonaparte l'appelle 2 jours après en disant non seulement tu n'es pas sur la liste des proscrits, mais tu es nommé conseiller d'État. On t'attend dans quelques instants pour prêter serment. Donc, il est membre du Conseil des 500. Il est membre du Conseil des 500. Oui. Il a même été, président du Conseil des 500. J'ai oublié de dire, il était donc conventionnel, président de la Convention nationale, député au Conseil des 500, président aussi du Conseil des 500, et c'est à ce titre de membre du Conseil des 500 qu'il voit les journées 18 et 19 Brumaire. Et donc là, quand il s'agit de nommer des conseillers d'État, Bonaparte dit à son entourage, notamment Cambacérès, qu'il veut s'entourer de gens qui n'ont pas forcément les mêmes idées que lui, mais qui veulent travailler en bonne intelligence avec lui. Et il lui dit, mais trouvez-moi quelques républicains intelligents, entre guillemets. Et donc, on lui trouve Lucien Bonaparte, lui dit, parce que Lucien avait côtoyé, bien évidemment, Berlier au Conseil des 500 et autres. Et donc, il dit, tiens, t'as Berlier. Ça tombe bien parce qu'il a déjà participé aux 3 rédactions du Code civil. C'est vraiment un républicain, vraiment un jacobin, mais tu verras, il te sera fidèle. Et donc, c'est comme ça qu'il est nommé. Il est nommé en connaissance de cause comme étant jacobin républicain. Il s'oppose nombreuses fois à Bonaparte et à Napoléon. La première fois où il s'oppose, c'est sur l'institution de la Légion d'honneur, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce hochet que vous êtes en train de mettre en place? Ce dont à quoi, piqué au vif, Bonaparte lui rétorque, c'est par des hochets qu'on mène les hommes. Donc il était vraiment piqué au vif. Il s'oppose au consulat à vie, avec d'autres, mais il s'oppose fermement à l'oral, à l'écrit, au consulat à vie. Il s'oppose à l'Empire, il le dit, il s'oppose à l'Empire. Et il est quand même nommé à la fin, donc non seulement on lui donne la Légion d'honneur, mais en plus il est fait comte d'Empire. Donc Napoléon ne lui en veut pas. Et il le traite de son indulgent, de son idéologue. Moi, je le vois un peu comme le faire-valoir. Parce que vous savez ça mieux que moi, je pense que Bonaparte et Napoléon, qui était quand même jacobin dans sa jeunesse, il avait quand même besoin d'avoir cette légitimité. Il trouvait dans Berlier et un ou deux autres au Conseil d'État cette légitimité d'avoir à côté de lui des gens qui étaient restés des jacobins. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais déjà, je vois un peu déjà la droite voulait être approuvée par la gauche. Oui. Donc, Bonaparte a cette intelligence de ne pas lui en vouloir. Oui. Donc, il entre au Conseil d'État. On verra Conseil des prix, tout ça, on en dira 2 mots, parce que là, il y a des questions qui se posent. Et donc, au moment où il participe donc à la 3e étape, après, donc justement, ces désaccords, alors je sais bien qu'on n'a pas les PV, on a quand même quelques écrits là-dessus, Locret. Comment est-ce que ça se passe donc quand il s'oppose à au pater familias? Lui se sent l'âme, enfin c'est un peu le dernier des Mohicans. Il dit je suis là pour défendre les acquis de l'an 2. Il y a lui, il y en a un ou deux autres, et Treillard notamment. Ils sont, certains biographes ou certains historiens estiment que parmi les rédacteurs du Code civil, les 2 plus à gauche, entre guillemets, c'est Treillard et Berlier. Plus à gauche dans le sens, ce sont ceux qui restent fidèles à leurs convictions et qui sont là pour défendre les acquis de l'an 2. Et donc, mais il sent bien qu'il est minoritaire. Donc il ne s'oppose pas
il ne cherche pas à rétablir ou à garder les lois de l'an 2 qui ont déjà été réformées sous le directoire. En revanche, il essaye, on va prendre l'exemple du divorce, je trouve qu'il est assez intéressant, et celui de l'adoption. Le divorce, bon, vous pouvez imaginer, alors c'est assez amusant parce qu'on n'a pas de PV, mais on a quand même les comptes rendus qui sont faits par le secrétaire général du Conseil d'État, Locré, qui valent ce qu'ils valent, mais enfin, dans l'ensemble, ils sont quand même plutôt considérés comme corrects. Et on a tous les PV, sauf d'une vingtaine de séances concernant les séances sur la discussion sur le divorce. Il y en a d'autres sur le divorce, et Locré dit parce que c'est là où Bonaparte s'est le plus livré envers ses conseillers d'État. Il y avait une énorme liberté de ton au Conseil d'État, une énorme liberté de ton entre conseillers d'État et Bonaparte lors de discussions. Et donc, notamment sur la question du divorce, il ne faut pas oublier qu'il a en face de lui les 4 rédacteurs du Code civil, qui sont tous les 4 des royalistes, constitutionnels, mais des royalistes. Alors, il y a qui? Il y a Portalis. Bon, Portalis, vous connaissez tous, mais c'est quand même un royaliste constitutionnaliste profondément chrétien, profondément catholique, qui reste dans l'idée quand même d'une souveraineté droit divin, mine de rien. Il a qui? Tronchet. Tronchet, c'est quand même le défenseur de Louis XVI, et qui va parler avec qui? Berlier, qui a voté la mort du roi. Il y a Bigot de Préameneux. Alors lui, c'est vraiment l'archétype de l'avocat au Parlement, d'un grand Parlement, Rennes, Paris, etc. Et puis Malville, qui est un peu moins connu, mais qui est aussi un autre grand avocat d'un grand Parlement. Tous ces gens-là ont eu à subir plus ou moins la terreur et se retrouvent en face au Conseil d'État avec des jacobins, comme Berlier, Treillard ou autres. Et donc, n'ont de cesse, sur, par exemple, le divorce, d'abolir les lois sur le divorce qu'ils considèrent comme contraires. Alors, bien sûr, vous l'avez dit, le Code civil est neutre religieusement parlant, ça n'empêche. Ne pas oublier que ce sont des juristes. Donc, le mariage est un contrat, et ce n'est qu'un contrat. Donc, si c'est un contrat, le divorce n'est qu'une forme de rupture du contrat. Pour autant, les discussions avec Bonaparte portent sur... peut-on accepter un divorce, non pas pour divergence, pour simple divergence, hein. Autrement dit, je t'aime plus, tu m'embêtes, et je vais voir le juge et c'est bon. Et là, finalement, chacun met de l'eau dans son vin. Ceux qui, comme finalement, je crois que c'est Malville, oui, qui avait écrit un peu sous la dictée de finalement... les grands défenseurs du droit du mariage dans sa conception la plus religieuse, et notamment de Maistre, de dire mais finalement le mariage est tellement important que le divorce tue la conception du mariage et on ne peut pas l'admettre dans notre code civil. Bonaparte, à ce moment-là, quand arrivent les discussions sur le divorce, il ne sait pas encore très bien ce qu'il va faire de Joséphine, si je puis dire. Il ne sait pas s'il va divorcer. Je pense que c'est même pas c'est trop tôt encore pour qu'il y pense. Par contre, il pense à sa succession déjà, et donc il pense à l'adoption. À ce moment-là, il a un neveu, et donc il dit si j'ai pas d'enfant, il faut quand même que je puisse adopter quelqu'un de ma famille. Et donc il sera très très en faveur de l'adoption. Là où les autres conseillers, notamment tous les monarchistes, pour eux l'adoption il n'y a pas pire. On peut n'avoir d'adoption que sous l'angle du droit romain, c'est-à-dire c'est très rare et c'est presque un acte politique. Et donc, sur le divorce, on voit que Berlier, Treillard et quelques autres veulent essayer de garder un mode de divorce très libre, là où les autres veulent mettre des conditions de divorce très très compliquées. Et l'arbitre là-dedans, c'est bien sûr Bonaparte. Et dans la plupart faut voir que dans les séances que vous avez indiquées, en fait, Bonaparte, il participe à la plupart des séances qui touchent au droit de la famille. Et après, le droit de la propriété, ça l'embête. Les servitudes, ça l'embête. Le droit des biens, ça l'embête encore plus. Donc, les séances où il participe, c'est le droit des gens. Oui, il y est, mais il parle moins, si vous voulez. Le droit des gens, c'est son truc. Il y est intéressé, mais au-delà de ça, c'est parce que c'est pour lui une manière de décliner dans la petite société, c'est-à-dire la famille, sa conception de l'Empire, qui est la grande société. Donc, comment il s'oppose? Par des arguments juridiques. Et quand on lit les comptes rendus de Locré, finalement, on s'aperçoit que c'est compliqué à lire les comptes rendus de Locré parce que c'est un vrai débat.
on se dit, mais il n'y a pas de queue ni tête. Finalement, qu'est-ce qui dirige les débats bon. Et en fait, c'est un peu... certains commentateurs disaient qu'il y avait, par exemple, Portalis parlait jamais en premier, parlait plutôt en dernier, voir un peu où était le sens du vent. Bon, donc, lui, Berlier, il parle au premier, souvent, peu, très peu, et quand il parle, c'est sous un angle très juridique et pas politique. Donc, quand il voit que Bonaparte n'est pas d'accord, il continue de dire ce qu'il dit, puis après, il n'insiste pas, si vous voulez. Il y a un autre exemple, lorsqu'il essaye de sauver de la déportation à la suite de l'attentat de la machine infernale. Donc, les derniers jacobins qui restaient, qui n'avaient pas encore été zigouillés, si vous voulez, là, il essaye d'en sauver un ou deux. Il s'oppose avec violence à Bonaparte, qui le remet à sa place. Et il sent quand est-ce que il ne faut pas aller trop loin. Il est intelligent, donc c'est pour ça qu'il avait survécu. Ouais. Donc, Conseil d'État, section de législation, Conseil des prises pendant 15 ans. Alors, Conseil des prises, vous allez nous expliquer ce que c'est. Oui. Et puis après, il y a une question qu'on va poser. Alors, le Conseil des prises, j'ai vu que vous disiez quelque chose sur les... où c'était dans la revue qui était là, les bonnes prises. Le Conseil des prises, c'est un tribunal. On dirait aujourd'hui un tribunal administratif, en fait, qui a été créé déjà par Louis XIV, voire même par... maintenant, c'est Mazarin, d'ailleurs, c'est peut-être Louis XIII, qui n'a qu'un seul rôle, qui est de dire si une prise maritime est bonne ou pas bonne. Bon, donc on est dans les corsaires, on est donc dans la course maritime, et la course maritime, ce qui est une forme de délégation du droit de la guerre, soit dit en passant. Et donc, dans la course maritime, comment on se paye? Parce qu'il faut bien armer les navires. Donc, ceux qui financent, les armateurs qui financent ces navires corsaires, ils se payent sur les prises. Comment je me paye sur les prises? Pour voir si la prise, elle est bonne ou pas bonne. Une bonne prise, c'est une prise qui, finalement, remplit des critères. Le navire est un navire ennemi. La cargaison est une cargaison qui provient d'un port ennemi. Ça, c'est une bonne prise. Une mauvaise prise, c'est l'inverse. Le navire est un navire allié et la cargaison vient d'un port allié. Puis vous avez entre les deux. Le bon exemple, c'est les navires américains. Donc neutres, avec des cargaisons mixtes, cargaisons qui sont à la fois provenant de ports ennemis, mais aussi parfois de ports neutres, voire alliés. Et donc il faut qu'un tribunal, pour chaque prise, décide si la prise est bonne ou pas bonne. Et tant que le tribunal ne décide pas, la prise, elle reste dans les entrepôts, et donc les armateurs ne peuvent pas se payer. Et lui, il va avoir un travail monstre, parce que la grande guerre de course, c'est quand même cette période. Il y a grosso modo, il y a 5000 corsaires français qui sont pris par les Alliés, mais les corsaires français prennent 14 000 bateaux. Donc c'est essentiel pour l'économie de la République et ensuite de l'Empire d'avoir des corsaires. Et donc lui, il a deux casquettes, conseiller d'État le matin, si je puis dire, enfin je ne sais pas très bien quels étaient ses horaires, et l'après-midi, président du Conseil des prises, conseiller du Conseil des prises, qui donc décide la bonne ou la mauvaise prise. Je ne sais pas si ça répond à votre point. Oui, ça répond. Alors la question maintenant, c'est, et elle se prolonge sur le reste de la vie, mais le Conseil des prises, c'est typiquement un endroit où on peut gagner beaucoup d'argent. Alors, exact. Est-ce qu'on a des indications sur la moralité de votre personnage et puis sur sa fortune en général et comment il l'a constituée? Alors, une fois, Napoléon lui donne un bonus, comme on dirait aujourd'hui, sur une prise à Hanovre de 15 000 francs. Ce qui est bien. Ce qui est bien pour l'époque. C'est une bonne somme. C'est pas gigantesque, mais c'est une bonne somme. Alors, j'ai effectivement regardé ce point parce que, donc, au début de sa carrière, sa famille n'a pas un peu plus de patrimoine ni de revenus que ça. Et donc, j'ai regardé son testament, bien évidemment, et j'ai comparé avec les testaments d'autres, comme Cambacérès. Oui, là, évidemment, si on va voir Cambacérès. Bon, il termine, si vous voulez, sa vie avec un patrimoine qui tourne autour de 250-300 000 francs. Ce qui est assez faible compte tenu des fonctions qu'il a eues. Donc, il ne s'est pas enrichi sur la bête, dit les choses autrement. Alors, il faut dire qu'il y a eu le majorat,
quand il était fait comte d'Empire, donc il a eu un majorat. Comme il n'avait pas un radis, Napoléon lui donne sur ses biens personnels des revenus sur des terres qui sont des terres qui ont été conquises, donc en Illyrie essentiellement, et puis en Poméranie. Pas de bol, parce que c'est quand même 2 endroits où il n'a pas réussi à retrouver, j'allais dire, les revenus. Bon, il a même écrit une lettre à son ancien petit camarade, enfin pas camarade, mais dire connaissance, qui est le roi de Suède, Bernadotte. Il est un peu obséquieux à ce moment-là, d'ailleurs, je trouve, lui demandant vous m'avez sucré pendant mes revenus, là, est-ce que vous ne pouvez pas me les rendre? Et Bernadotte ne répond pas, évidemment. Donc, en fait, il n'a pas tiré le gros lot. Parce que le peu de temps où il a eu les revenus qui n'ont pas duré très longtemps, c'est parce que la Poméranie, assez rapidement, c'était revenu d'entre les mains soit du roi de Prusse, soit de Bernadotte. Et puis l'Illyrie, c'était un peu pareil. Alors il a eu 4 actions du canal du Midi, ce qui était pas mal aussi. Ouais. Enfin, c'est pas énorme. Bref, pour répondre à votre question, il ne s'est pas enrichi. D'ailleurs, quand il est en exil, vous savez, ce qui est très amusant dans tous les exils, c'est qu'on recrée des cours. Bien évidemment, Louis XVIII, Charles XVIII, on recrée des cours. Et donc, à Bruxelles, il y avait la cour de l'ancienne cour impériale. Et donc, ils se voyaient entre eux. Et il y avait une hiérarchie en fonction, bien évidemment, de leur titre. Cambacérès demandait qu'on continue de l'appeler par son titre d'empire. Oui, sûr, hein. Et finalement, vous étiez reçu de manière plus ou moins fastueuse, suivant ce qui vous restait comme patrimoine. Et lui, il n'avait pas grand-chose. Ouais, c'était pareil à Spandau. Hein, ils se donnaient leur titre. Oui, oui. Alors, on approche de la chute de l'Empire. Quelle est son attitude en 1814 ? Est-ce qu'il fait partie de l'épuration du Conseil d'État ? Est-ce qu'on le garde ? Est-ce qu'on va le tolérer ? On verra les 100 jours après, parce que ça, c'est une autre question. Alors, vous connaissez... le problème, quand on est avec Thierry, c'est qu'il connaît tellement mieux le sujet que son interlocuteur qu'il faut faire attention. Vous avez compris, je ne suis pas historien, je suis avocat. Non, donc il est très bon historien. Il est très bon historien. Donc, mais donc, si je dis des bêtises, Thierry corrigera. Ne croyez pas un mot, car il est avocat. Et donc, en tant que conseiller... Alors, il a beaucoup de boulot jusqu'à la fin en tant que président du Conseil des prises. Il a beaucoup moins de travail en tant que conseiller d'État, parce que le conseiller d'État tourne un peu à vide à partir finalement de 1812. Objectivement, il tourne à vide. Donc arrive la première restauration. Vous allez employer un mot, parce que c'est vrai que c'est le seul qui vient à l'esprit, de l'épuration. C'est un mot qui n'était pas employé à l'époque, mais qui a été employé quand même assez vite après. En fait, à cette époque-là, Louis XVIII se sent encore tenu finalement par le testament de son frère. Et donc, bien évidemment, il n'est plus maintenu dans ses fonctions, mais il garde sa rémunération de conseiller d'État. C'est-à-dire que cette première épuration, elle est douce en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on dit, quand même, vous étiez un proche de Napoléon, donc on vous sort. Ça se passe pareil à la Cour de cassation, etc., etc. Donc, mais ça ne se passe pas de manière brutale. Autrement dit, il reste en France, il n'a plus de job, comme on dirait, mais il continue d'être payé, c'est quand même pas mal. Hein. C'est même on presque idéal. On en connaît encore sous la Ve République beaucoup. Il déteste les Bourbons, hein. Vraiment, il déteste les Bourbons, tout sauf les Bourbons, il dirait, grosso modo. Et donc, il a des mots un peu durs, mais pas encore trop à ce moment-là. Et c'est 100 jours. En fait. Dans le journal, comment est-ce qu'il parle de ces périodes ? Il est très très peu. Il est assez laconique. Et la seule chose qu'il dit, c'est que le pire nous attend avec les Bourbons. Donc, il déteste les Bourbons. Bon, alors avant de passer à la chute, juste deux, trois mots sur la famille, etc. Donc, si je me rappelle bien, il se marie en 1801. Donc, il a 2 femmes et 5 enfants. Mais pourquoi il a 2 femmes ? Parce qu'il perd ses 2 femmes, il a 6 enfants, et il perd 5 de ses 6 enfants. Donc, quand il aura vu mourir 2 de ses femmes et 5 de ses enfants. Donc, c'est assez triste. C'est pour ça que je vous disais que c'est pas rigolo en général. Et puis sa vie, surtout, n'a pas été drôle en quelque sorte. Il a quand même je sais pas pourquoi quand même. Donc il a un fils. Donc il a 5 filles.
deux de son premier mariage, et puis il a un fils de son deuxième mariage, qui continuera à avoir une descendance masculine jusque dans les années, dans l'entre-deux-guerres, si vous voulez. Le dernier descendant masculin est mort dans l'entre-deux-guerres au XXe siècle. Et donc c'est une famille qui est assez restreinte. Il a un cousin germain, qui est général d'Empire aussi. Mais alors, ils ne se parlent pas, manifestement. Il faut dire que son cousin germain était à Cray. Cray, c'est une petite ville de la Drôme. Il y a une rue du général Berlier à Cray, d'ailleurs. Et c'est un général qui s'est surtout illustré, alors bien sûr, dans toutes les batailles du début de la République, mais surtout dans la guerre d'Espagne et ensuite la campagne de France, notamment la campagne. Il a reçu ses étoiles de général, c'est pas des étoiles, mais lors de la bataille de Toulouse, si vous voulez. Ils ne se parlent pas, manifestement, parce que j'ai aucune trace de correspondance entre eux. Donc sa famille, il en parle peu, il en parle très 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 peu. C'est son univers secret. Il a éduqué lui-même ses enfants, parce qu'il a perdu sa première femme, il se remarie peu de temps après avec une autre Dijonnaise, et puis qui meurt en 1816. Donc il est veuf 2 fois, dont au pire des moments, celui où il est exilé. Donc il se passe en exil à Bruxelles, sans sa femme, il ne se remarie pas, et avec les enfants qui lui restent et qu'il éduque. Alors, juste comme ça, pure curiosité, parce que ça, je ne me rappelle plus, est-ce qu'il a des relations avec Marais, qui est dijonnais lui aussi? Est-ce qu'on trouve des choses un peu particulières? Alors non, on ne trouve pas grand-chose, mais il ne porte pas dans son cœur non plus, apparemment. Je ne sais pas s'il porte dans son cœur. C'est un modéré et un bonapartiste. Voilà, oui, c'est ça, c'est une girouette qui a beaucoup tourné. En fait, vous savez que c'est le vent qui fait tourner la girouette. Donc. Alors maintenant, passons aux 100 jours, parce qu'effectivement, secrétaire du gouvernement, c'est-à-dire, il est là, franchement, dans le premier cercle. Mais enfin, secrétaire du Conseil des ministres, si je me rappelle bien. Oui. Présidé d'ailleurs assez souvent par Joseph Bonaparte pendant les 100 jours. Alors là, est-ce qu'il... Il en parle peu non plus, mais... en fait, il parle surtout de ce qui se passe à partir du 18 juin. Donc, voilà, il y a une dent contre Fouché, une énorme dent contre Fouché. Que c'est un traître, que s'il fallait le zigouiller, c'était celui qu'il fallait zigouiller. Et il démissionne. Donc, pendant les 100 jours, il ne dit pas grand-chose. Il dit lui-même que le travail qu'il a à faire, il fait la liaison en tant que secrétaire du Conseil entre le gouvernement et Napoléon lorsqu'il part préparer finalement Waterloo, mais qu'il travaille énormément effectivement avec les ministres et avec Joseph. Mais il parle peu. Il s'étend beaucoup plus à partir du 18 juin avec d'autres en disant mais finalement... on le sait tous, le retour des Bourbons a été arrangé par Fouché. Il y avait une autre solution. Il y avait potentiellement d'autres solutions qui étaient de continuer la guerre. Enfin, ça rappelle 40 finalement, 1940. Il y avait une autre solution. Et il montre comment finalement, il est assez rare qu'il rapporte des propos. Et les rares fois qu'il l'a fait, il l'a fait 2 fois. Une fois à propos de la paix d'Amiens, où il a une conversation bilatérale avec Bonaparte, qui lui fait un cours de la guerre, finalement en disant un régime ne se maintient dans ce moment-là que par la guerre, et donc le régime ne se maintiendra que s'il arrive lui-même à transformer les monarchies ennemies en république, ou sinon c'est nous qui y passons. Donc la guerre est le seul moyen de continuer. Ça explique bien des choses, je trouve, sur... parce que vous parliez de Marais, ça explique bien des choses ensuite sur le fait que Napoléon ait voulu continuer absolument. Donc c'est un des rares fois où il rapporte des propos de Napoléon, et l'autre fois, non, pas de Napoléon cette fois-ci, il rapporte les propos du Conseil, enfin des gens qui étaient là, dont Fouché, et qu'il estime avoir trahi effectivement la cause bonapartiste en recevant juste avant les réunions et juste avant une réunion importante, l'envoyé de Louis XVIII pour finaliser finalement l'accord que tout le monde connaît. Donc il est comment dire, il voit ça avec tristesse. Il est surtout oui, c'est une énorme tristesse pour lui, un gâchis. Un énorme gâchis. Bien vu.
Et alors, donc ensuite, comment est-ce que les choses se Ensuite arrive déroulent? la deuxième épuration. Donc là, vous la connaissez. Ouais. Alors, elle est beaucoup plus violente, hein, la deuxième épuration. Vous connaissez peut-être, pour les spécialistes, hein, donc, la différence de vision entre Louis XVIII et sa chambre des ultras, puisque Louis XVIII est tenu par le testament, enfin est tenu moralement par le testament de son frère, qui pardonne. Et donc, que faire de ces régicides? Est-ce qu'il faut effectivement les exiler manu militari en quelque sorte et puis leur prendre tous leurs biens, en faire des morts civiles? C'est ce que votera finalement la chambre des ultras. Elle votera leur mort civile au sens juridique du mot. Ils n'ont plus d'existence civile. Ou faut-il au contraire, tenu par son testament, à défaut de pardonner jusque-là, en tous les cas, leur demander de se faire discret? Et donc là, l'épuration, elle est beaucoup plus forte, puisqu'il coche toutes les cases pour être exilé. Il est régicide, ce qui est la première condition, mais régicide sans circonstances atténuantes, contrairement à Cambacérès. Vous savez, pour la petite histoire, Cambacérès a voté la mort du roi, puis le lendemain, il a envoyé une petite lettre en disant « Je vote, mais avec appel au peuple ». Donc ce qui lui a valu, justement, sous la Restauration, de pouvoir revenir plus tôt. Hein, ça, vous le savez. Et donc, lui, il assume d'avoir voté, je vous l'ai toujours dit, il assume jusqu'au bout. Donc il a voté sans appel au peuple, sans rien du tout, donc la mort de Louis XVI. Et donc il est régicide, là c'est clair. Et puis c'était un proche collaborateur, puisque, deuxième condition, il faisait partie du cercle restreint de l'usurpateur pendant les 100 jours, comme l'appellent les royalistes à ce moment-là. Donc ces deux conditions réunies, vous êtes automatiquement exilé, vous avez 1 mois pour partir, où vous voulez, mais pas en France, et tous vos biens sont confisqués. Donc il va où? À Bruxelles, déjà à l'époque un exil, pas fiscal, mais déjà un exil. Et pourquoi il va à Bruxelles? D'abord parce que d'autres que lui y vont, mais parce que il a avec Bruxelles une relation particulière, parce que Bonaparte l'avait envoyé en quelque sorte faire le nettoyage dans les prisons, parce qu'il y avait déjà des dénonciations calomnieuses en quelque sorte. Et donc il a passé plusieurs semaines, plusieurs mois à Bruxelles, où il a étudié des centaines de dossiers, il a libéré des centaines de prisonniers qui n'étaient là que par des vengeances personnelles. Et donc les Bruxellois lui en sont reconnaissants. Il est plutôt bien accueilli à Bruxelles avec les autres. Et là s'ouvre cette période de sa vie où il s'embête. Ouais. Il aurait dû écrire. Alors, il a écrit. Oui. En fait, il a écrit, je vous interromps parce que c'est un historien sur le tard, lui aussi. Et donc, c'était un bon juriste. Comment ça se voit? Parce qu'à l'époque, les juristes écrivaient leurs thèses en latin, mais ce n'est pas parce qu'ils écrivaient en latin que c'était des bons latinistes. Et donc, lui, c'est un bon latiniste parce qu'il dit dans ses mémoires que finalement, comme il n'avait rien à faire, il relit La guerre des Gaules dans le texte, puis il lit la traduction, il dit « mais c'est une très, très, très mauvaise traduction, je vais le retraduire ». Donc, il retraduit La guerre des Gaules, et puis en traduisant La guerre des Gaules, il dit « mais finalement, il y avait une Gaule avant les Romains, donc je vais écrire une histoire des Gaules avant les Romains ». Et donc, il écrit un ouvrage très, très, très savant sur l'histoire des Gaules avant les Romains. Et au moins, ça l'occupe. Et l'autre chose qui l'occupe, c'est qu'il écrit un certain nombre d'articles dans l'Encyclopédie moderne. L'Encyclopédie moderne, c'est la nouvelle version de l'Encyclopédie de Diderot, mais version 19e. Donc là, il écrit des tas d'entrées sur les questions juridiques. Donc il s'occupe parce qu'il s'embête. Et donc il rentre... Donc, lui, il le dit dans son précis, il ne s'abaisse pas à demander une faveur à Louis XVIII, parce qu'il ne peut pas, ni Charles X, qui ne peut pas encadrer. Donc, il attend stoïque, révolution de 1830, il attend le vote de la loi, dont j'ai oublié le jour, etc., puisque finalement, Louis-Philippe fait adopter une loi pour les quelques dizaines de conventionnels, ils n'étaient plus très, très nombreux, hein. Parce que les quelques dizaines de conventionnels qui restaient, exilés, ont eu droit à une loi comme quoi ils étaient, on dirait aujourd'hui amnistiés, le terme est impropre. Mais donc ils pouvaient revenir, donc ils n'étaient plus morts civils et retrouver leurs biens. Et donc lui, qu'est-ce qu'il a demandé? Plus il retrouve ses biens, il a demandé à retrouver ses actions du canal du Midi. Donc il a fait un procès avec Merlin de Douai contre les propriétaires des actions du canal du Midi. Et le Conseil d'État lui a donné raison. Bon. Voilà, et donc, pardon, il faut qu'on le fasse mourir avant de tirer les conclusions. Il revient. Alors là, il s'embête encore plus à Dijon. Donc, d'abord, ils se sont vieux, etc. Donc, en fait, il a un homme dans lequel il est très, très proche, c'est Thibaudeau. Il a énormément d'échanges avec Thibaudeau. Il partage plein de choses en commun.
une histoire et puis une conviction, un rapport à l'Empire et à la République. Et donc, ils s'embrassent à la fin. Enfin, ils sont vraiment très, très proches. Ils se tutoient, leurs femmes se connaissent, etc. Et donc, quand il revient à Dijon, il est déjà vieux. On lui propose d'être... il est élu, d'ailleurs, non pas maire, mais adjoint au maire de Dijon. Puis, petit à petit, il abandonne tous ses mandats parce qu'il se trouve trop vieux. Il n'a que de cesse que de s'occuper de ses petits-enfants. Et donc, il meurt en 1844. Ce n'est pas le dernier des Jacobins à mourir. C'est Merlin de Douai, sauf erreur de ma part, qui est le dernier des Jacobins à mourir. Mais c'est l'un des tout derniers à mourir dans une indifférence absolument totale. Ce qui est logique, puisque, encore une fois, pendant 30 ans, et pendant l'exil et pendant ces 10-15 dernières années à Dijon, il ne veut plus faire parler de lui. Et alors aujourd'hui, Dijon maintient sa tombe, lui donne des noms de rues, l'étudie, l'Académie de Dijon doit... Non, c'est curieux. Alors, il a eu le droit à son nom de rue que sous le Second Empire, et encore par un maire républicain. Ouais. Inutile de vous dire que sous la Restauration, donc on n'allait pas lui donner un nom de rue. Donc son nom de rue est arrivé plus tard. Alors c'est dans le bon quartier, enfin dans le quartier qui est pas très loin de l'école de droit, etc. Donc c'est un bon endroit, voilà. Sa tombe, non, elle n'est pas entretenue. Les Dijonnais, c'est un nom de rue, non, ils ne le connaissent pas. Ouais. Tout à fait entre nous, la mairie de Dijon se fiche comme de l'an 40, comme on dit, du personnage. Je l'ai entendu dire, mais pas que de lui. Voilà, mais écoutez, on va laisser quelques questions à la salle. Et puis, je pense qu'Hubert y répondra volontiers. Pendant que vous réfléchissez aux questions, pour ceux qui voudront acheter le livre, je m'empresse de dire que j'ai été assez impressionné par une association qui s'appelle Lire pour en sortir, qui est une association qui est fondée par un confrère, dont l'objectif est d'accompagner les gens dans le milieu carcéral dans la lecture, à la fois en leur proposant des livres et en discutant avec eux des livres de livres. Et donc tous les droits d'auteur sont donnés à cette association Lire pour en sortir.